Les mouvements nationalistes semblent en mesure de faire une percée au Parlement européen lors des élections du 26 mai. Qu'est-ce que cela signifierait pour le Parlement et, au-delà de ça, pour l'Union européenne? Le risque qu'il y ait une majorité de députés nationalistes dans le prochain Parlement européen est très limité. En revanche, ce qui est possible, c'est qu'ils soient en nombre suffisant pour contraindre le Parti populaire européen, la droite classique, à s'allier avec eux et donc contrôler partiellement l'Union européenne. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est le Parlement européen qui élit le président de la Commission. Et c'est lui qui ratifie la liste des commissaires, qui est ensuite soumise, bien sûr, aux chefs d'État et de gouvernement. Donc nous ne sommes pas dans le fantasme. Il y a des forces, les forces nationalistes, qui dirigent déjà seules deux États, la Pologne et la Hongrie, et comment? Et il y en a, dans ces mêmes forces, qui participent à des coalitions au pouvoir dans 10 autres pays. Je vous les cite parce que c'est important de le savoir. L'Autriche, la Bulgarie, la Finlande, l'Italie, la Norvège, la Slovaquie, la République tchèque et les 3 pays baltes, Estonie, Lettonie et Lituanie. Au total, les forces nationalistes, populistes et d'extrême droite rassemblent plus de 10% des voix dans 17 États, plus de 20% des voix dans 8 États et plus de 30% dans 4 États. C'est-à-dire que ce qui nous pend au nez, c'est une offensive antisociale sans précédent, une remise en cause d'acquis importants au niveau sociétal, je pense au mariage homosexuel ou bien au droit à l'avortement, une fermeture très rigoureuse des frontières aux migrants et une remise en cause des libertés fondamentales qui sont les nôtres. Si on y réfléchit bien, ces forces nationalistes qui hier voulaient quitter l'Union européenne, aujourd'hui elles veulent s'en emparer. Est-ce qu'on peut confondre le nationalisme avec l'extrême droite ou avec le populisme et également le nationalisme des pays de l'Est de l'Europe avec ceux de l'Ouest? Alors l'extrême droite, comme son nom l'indique, elle occupe un segment, une marge du champ politique. Et d'ailleurs, elle se revendique de moins en moins de cette position-là d'extrême droite. On sait très bien que ces forces ne rappellent pas qu'elles sont issues de ce secteur-là. D'autant que, pendant une très longue période, elles ont été ghettoisées en raison de la défaite du fascisme et du nazisme, des régimes auxquels elles avaient collaboré et dont elles se sont longtemps réclamées. Elles sont sorties de leur isolement par la magie de la dédiabolisation dont Marine Le Pen offre un excellent exemple. Le populisme est plus difficile à définir. D'abord, il y a un populisme de gauche et un populisme de droite. C'est déjà une grande diversité. Et puis le populisme a existé à diverses périodes de l'histoire. Il est différent d'une période à l'autre, il est différent d'un pays à l'autre, mais toujours et partout, il y a des points communs. Les points communs, c'est la prétention à dépasser le clivage gauche-droite. C'est le mépris de la démocratie représentative. C'est lié, c'est le culte du chef, au point que certains mouvements populistes portent le nom de leur chef. On dit le péronisme, par exemple, ou le nasserisme, pour parler du Sud aussi. Et puis, il y a bien sûr l'exaltation du peuple et de la nation, éléments centraux qu'on retrouve dans le nationalisme. Avec une grande différence, c'est que le nationalisme ne cherche pas un segment, ne cherche pas une marge, ne cherche pas un extrême. Il prétend s'adresser à toute la nation et lui proposer ce que l'historien américain Benedict Anderson appelle une communauté imaginée. Les causes de la montée des nationalismes en Europe sont-elles identiques ici et là? Bien sûr que non. Il y a dans le phénomène nationaliste quelque chose qui s'enracine dans la réalité spécifique de chaque pays concerné. Mais en même temps, il y a un terreau commun. Et ce terreau, c'est la crise. Et plus exactement, 5 dimensions très particulières de la crise. La première va de soi, c'est la crise économique et sociale, avec, on le sait, comme caractéristique centrale, l'explosion des inégalités du fait de la mondialisation néolibérale. Mais le passage
des 30 glorieuses aux 30 douloureuses, il a aussi produit une crise, je dirais, psychosociale. C'est-à-dire que les licenciements, le chômage, la précarité, la pauvreté, la mise à la retraite anticipée, tout cela a ébranlé l'estime de soi de millions et de millions de gens qui sont au fond en pleine crise morale. Et au-delà des individus, il y a même une crise généralisée d'identité. Le sociologue Patrick Michel explique, et je crois qu'il a vraiment raison, que tous les marqueurs de notre identité qui fondent ce que nous sommes les uns et les autres sont entrés en flottement, sont flous. C'est vrai des marqueurs biologiques, c'est vrai des marqueurs intellectuels, politiques, sociologiques, scientifiques, relationnels, sexuels. Et cette perte de repères, elle crée des peurs profondes que les nationalistes exploitent. C'est la peur d'un Occident bousculé par les pays émergents, concurrencé par leur production, envahi, dit-il, par ces migrants, mais c'est aussi la peur d'une société où, comme on dit, tout fout le camp. Autre dimension de la crise, évidemment très importante, c'est la crise de souveraineté. C'est-à-dire les pays, les États, ont la sensation d'être dépossédés de leur pouvoir au profit d'organismes supranationaux. L'Union européenne en particulier est vécue, à juste titre d'ailleurs, comme imposant des politiques néolibérales aux États, avec au fond la volonté de servir les grandes sociétés multinationales. D'où la tentation du repli complètement illusoire sur les États-nations. Enfin, dernier aspect, mais il est essentiel à mes yeux, c'est le discrédit croissant de toutes les institutions démocratiques, qui sont vécues comme trahissant le peuple, au profit, là aussi, du grand capital mondialisé. Avec le risque d'avoir, au bout du chemin, un système totalitaire. Celui-là que souhaitent un certain nombre non négligeable de jeunes Européens aujourd'hui. Et tout cela donc suffit à expliquer la percée des nationalistes. Ça ne l'explique que dans la mesure où on a en tête la toile de fond. Et la toile de fond, c'est la disparition des alternatives, de droite et de gauche. Mais à gauche en particulier, la disparition de l'Union soviétique a eu pour conséquence la victoire de Tina. There is no alternative, chère à Madame Thatcher. Et ça se sent notamment à l'Est. Quand on essaye de comprendre ce qui se passe à l'Est de l'Union européenne, il faut avoir en tête que si Viktor Orban, Jaroslav Kaczynski, Andrej Babiš dirigent au fond ce qu'on appelle le groupe de Visegrad, c'est parce que successivement le communisme, le post-communisme et la social-démocratie ont trahi les promesses qui avaient été faites aux Hongrois, aux Polonais et aux Tchèques. Au-delà de la percée des nationalistes, y a-t-il selon vous un vrai danger fasciste ? Je crois que la gauche a la mauvaise habitude d'évoquer le fascisme et le nazisme hors de propos. Ce sont des régimes qui ont existé avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Honnêtement, aujourd'hui, même si on pense à Viktor Orban ou à Jaroslav Kaczynski, on ne peut pas comparer un des régimes existants dans l'Union européenne avec ce qu'était le nazisme ou le fascisme. En revanche, ce qui est vrai, et je pense à la réflexion de Paietta en particulier, c'est que le nationalisme, dans l'intensité qu'il a acquise, dans la popularité qu'il a conquise, porte en lui la possibilité du fascisme. Surtout lorsque ses tenants font tout pour rester au pouvoir lorsqu'ils y sont arrivés. Qu'on pense que même le macronisme, qui se présente comme le contre-modèle du nationalisme, il est quand même tenté, on le voit ces jours-ci, par une dérive de caractère liberticide. Il faut donc avoir bien en tête ce danger-là. Cela dit, l'histoire ne se répète jamais.
Mais il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et s'agissant de l'arrivée au pouvoir de Mussolini ou d'Hitler, comment oublier que deux facteurs, entre autres, se sont conjugués pour la permettre? C'est la lâcheté de la droite et c'est la division de la gauche.